Si on m'avait dit un jour que je serais là en train d'expliquer à de parfaits inconnus comment réaliser une table en béton avec un système assez exceptionnel, franchement, j'aurais pas cru moi-même. Et pourtant, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je m'y suis pris pour réaliser ce que vous voyez en vidéo. C'est une table de jardin qui est faite pour rester à l'extérieur. Une table technique, pourquoi? Parce que je vais utiliser des armatures que vous n'avez sans doute jamais vues auparavant et avec un ciment technique. Donc, il y a eu des erreurs, c'est pas parfait. Moi personnellement, c'était déjà pas mal pour un premier test, mais je vais vous expliquer toutes les étapes et pourquoi j'en suis arrivé là. C'est très simple, hein, c'est ma femme qui m'a demandé de lui réaliser, au bout de 4 ans d'attente, une table en béton qui puisse rester dehors toute l'année, qu'on n'ait pas besoin de couvrir, de bâcher parce que ça va rouiller, parce que la peinture va s'écailler. On souhaitait limiter au maximum le stockage du mobilier de jardin comme les chaises, et on voulait pouvoir se servir de cette fameuse table comme support pour les jardinières de plantes ou autre, quelque chose de très durable. Et l'aspect glacé du banc et de la table en question est simplement justifié par le fait que c'est pour éviter au maximum les infiltrations d'eau. Étant donné que la table, tout comme le banc, tout ce mobilier sera recouvert de coussins au moment de leur utilisation. Le premier point technique, et pas des moindres, hein, c'est déjà que je vais utiliser ce qu'on appelle des barres en fibre de verre. C'est celle que vous voyez, donc je vais m'y attacher par la suite, je vais vous rentrer en détail là-dessus, mais ce que vous voyez c'est de la fibre de verre qui va remplacer une armature classique que vous connaissez forcément, c'est-à-dire une armature en métal, en acier. Et ces barres-là, c'est ce que je vais utiliser et assembler pour faire le squelette de ce plan de travail en béton. Puisque je ne vais pas vous présenter les pieds de la table, j'ai pas eu le temps. On va se concentrer uniquement sur la technique de la réalisation de la table. Ce sera donc une grande plaque en béton qui fera 160 cm par 80 cm. Et la grande particularité, c'est assez fin malgré tout. Elle fera 5 cm d'épaisseur en béton armé. Béton armé car l'armature sera faite non pas avec des barres d'acier mais avec les fameuses barres en fibre de verre. Pour la première partie, on se retrouve à travailler sur des tréteaux qu'on a calés pour être au maximum le plus plan possible. C'est-à-dire que notre coffrage sera parfaitement de niveau, du moins autant que possible. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré le faire sur des tréteaux. Déjà, je vous le dis, c'est pour pouvoir être, je pense avant tout à ma santé et au côté pratique. Je sais qu'il y aura ma femme pour m'aider derrière. Je tiens à ce qu'on soit vraiment en position de travail la plus optimisée possible pour pas forcer sur le dos. Tout simplement. Aussi bien pour la préparation que pour le coulage du béton. Je ne m'attarde pas plus sur le coffrage que ça, étant donné que, mis à part le choix des plaques de bois bakélysées, c'est-à-dire revêtues d'une peinture noire, pour pouvoir avoir cet aspect très lisse. Là, en fait, on ne fait que respecter les plans qui nous ont été, du moins les plans d'armature qui nous ont été fournis par Schock. Donc c'est le fabricant de ces fameuses barres en fibre de verre. C'est de fabrication allemande et ça s'appelle Combar. Moi, personnellement, j'étais tombé dessus par hasard sur des vidéos internet et franchement, c'est un truc extrêmement intéressant et très technique. Donc là, ce que vous me voyez manipuler, ce sont des clips, des sortes de cales en plastique qui permettent d'assembler et de faire un maillage, un assemblage entre barres. C'est pour, vous vous en doutez, on n'est pas sur de l'acier, donc c'est pas soudé à l'arc ou autre, c'est simplement lié pour maintenir les barres en place. Et par contre, on peut essayer de les clipper à la main. Franchement, c'est possible, mais il faut avoir quand même un peu de force. Mais sinon, il vaut mieux utiliser une pince ou une multiprise, ça marche très bien. Et vous voyez, on peut obtenir des systèmes vraiment très rapides. C'est presque, pour moi, c'est du Lego. Pour tous les maçons ferrailleurs qui connaissent, c'est impossible d'être aussi rapide avec des aciers classiques, mis à part avec des soudages à l'arc. Là, je vous le présente vite fait, mais ça, ce sont simplement des cales pour pouvoir, lors du coulage, réaliser un enrobage en béton autour des fameuses ferrailles, puisque l'enrobage doit être de 18 mm
minimum. L'enrobage étant simplement l'épaisseur de béton entre l'extérieur d'une armature et le coffrage. D'ailleurs, j'en profite pour vous le montrer, ce type de cale en étoile n'est pas du tout adapté à ce type de coulage en béton. C'est vraiment utilisé à tort et à travers. Les cales en étoile, c'est pas du tout fait pour pouvoir être posé sur une ossature qui est à plat. Je tiens vraiment à le préciser car je le vois vraiment utilisé sur énormément de vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, donc une cale en étoile, ce n'est pas pour du sol. Merci de respecter les étoiles. Très rapidement, je vais vous montrer également comment est fabriqué ce type de barre en fibre de verre. Car il faut savoir qu'en fait, c'est une technique finalement très industrielle que vous devez peut-être connaître. C'est ce qu'on appelle la technique par pultrusion. En fait, c'est une technique très utilisée où on se retrouve à tirer des fils, notamment ici en fibre de verre, avec des bobines, qui vont ensuite être tressés, assemblés ensemble, mais uniquement après avoir été imprégnés d'un liant, en l'occurrence une résine, c'est de l'ester de vinyle. Donc je vous passe toutes les étapes finales nécessaires à la rigidification, etc. Retenez juste une chose, c'est que en termes de poids, la fibre de verre représente 77% du volume. Ces barres sont amagnétiques et donc non électroconductrices. Et elles ont une caractéristique indiscutable par rapport à une armature métallique, c'est tout simplement qu'elles ne rouillent pas. Elles sont insensibles à la corrosion, de par leur composition. Donc, elles s'y prêtent totalement à des assemblages en béton de chaux. Ce type d'armature résiste énormément aux agressions chimiques dans des laboratoires, milieu hospitalier par exemple. Je vous résume vraiment le mieux que je peux toutes les caractéristiques techniques de ce type de barre. Donc il en reste un dernier détail parce que je vous vois venir, ce type de barre, c'est pas forcément réservé à du particulier. Par contre c'est possible. Et en termes de diamètre de barre, ça va de 8 mm jusqu'à 32 mm. Allez, une dernière particularité incroyable avec ce type d'armature, c'est tout simplement comment on fait pour les débiter, donc pour les sectionner. Vous pouvez utiliser une scie à métaux ou tout simplement la meuleuse avec le disque habituel pour couper les ferrailles, un petit disque en 125, vous le voyez en temps réel. C'est vraiment hyper simple, ça dégage aucune étincelle. Ça vient s'additionner sur tous les avantages. Évidemment, je suis pas là pour vous vendre un produit, je suis là pour vous présenter un produit. D'ailleurs, c'était juste à titre de test personnel et ça fait plus de 2 ans que je suis censé faire une vidéo pour mettre en avant ce type de solution technique. Voilà, ça n'a que des avantages. Le seul désavantage, vous vous en doutez, c'est le prix. C'est pas du tout le même prix qu'une barre acier classique. Alors, il me semble que de mémoire, à vérifier bien entendu, un prix annoncé en 2021 était à peu près de 11 € le kilo. Mais vraiment, est-ce que c'était en tenant en compte les livraisons et tout ça? Mais c'est une fourchette de prix que je vous donne. Je vais pas expliquer plus concernant ces types de barres en fibre de verre. Vous verrez que je vais accélérer quand même la présentation en vidéo. Il n'y a pas besoin de trop s'étendre sur le principe d'assemblage, puisque c'est vraiment très simple, c'est du Lego. On s'est simplement repéré sur le coffrage pour garder les distances préconisées sur le plan. C'est vraiment de l'assemblage bête et méchant avec la pince, c'est ma femme qui s'en est occupée. Et par contre c'est très important de mettre des gants puisque vous pouvez vite vous faire des échardes, car c'est un produit qui résiste très mal aux UV, il ne faut pas les laisser face au soleil, parce que c'est de la matière organique, et comme toute matière organique, si ça reste exposé à l'air libre, comme ça a été le cas chez moi, trop longtemps du moins, ça a tendance à faire de la fibre, ça devient un peu pulvérulent si on veut. Et ça par contre, ça vous rentre dans les doigts, donc mettez des gants au moment des assemblages, vraiment. Moi pendant cela, je suis en train de préparer, et uniquement préparer, puisque j'aurais pas eu le temps de couler les pieds de ma table en béton. C'est les pieds qui sont prévus, mais vous le verrez plus tard. Là je vous le montre de loin. Vous voyez à quel point c'est très léger comme type de treillis en fibre de verre. On a préparé toutes les cales. Là ma femme est en train de donner un dernier coup de nettoyage sur les plaques. Il faut vraiment, c'est très important, ce que je vais vous dire, c'est très très important de bien nettoyer votre coffrage.
Et encore, idéalement, finalement, après le recul, j'aurais mieux fait de mettre un petit cordon de mastic acrylique ou silicone sur tous les angles pour rendre mon coffrage le plus étanche possible. En fait, il faut savoir que si vous comptez garder un béton apparent, on va dire brut de décoffrage, il faut absolument soigner toutes ces étapes. La moindre imperfection vous rendra le béton plus ou moins poreux, plus ou moins bullé, voilà, ce sera des défauts visuels. Techniquement, c'est pas un problème structurellement, mais si vous voulez un joli aspect de finition de votre table, il faut vraiment soigner toutes ces étapes. Là, j'ai découpé un vieux tube de silicone que j'ai mastiqué justement pour le tenir lié au coffrage. Et c'est une réservation qui permettra de recevoir un pied de parasol, tout simplement, en plein milieu de la table. Il faut absolument bien nettoyer toutes les traces de silicone sur ma planche de coffrage, parce que ce sera des nuances qui se retrouveront, vous le verrez, au décoffrage. Mais c'est pas grave, parce que le but, c'était pas de l'avoir en apparent, et que ce soit le plus esthétique possible. Ce sera une table qui sera recouverte. Par contre, observez quand même la légèreté de la plaque de tri, c'est extrêmement léger. Et remarquez bien le sens de pose des cales en plastique. On met les armatures sur le côté plat de ce type de cale. Et voilà qu'on arrive à une des parties forcément les plus intéressantes, le dosage de mon béton. Et là, il s'agit d'un béton. C'est vraiment mon regret. Comme vous le voyez, je vais utiliser un ciment qui a de sacrées caractéristiques techniques, puisque c'est un ciment que moi j'appelle un ciment technique. C'est un sac en ciment qui est déjà formulé. Donc c'est un ciment hyper fluide et qui permet de faire ce type d'application. C'est un 42,5 et comme vous le voyez, j'ai utilisé du sable à béton classique, c'est-à-dire en granulométrie de 0 mm à 31,5, comme vous pouvez le trouver chez un fournisseur. Et j'ai réalisé un volume de 1/3, c'est-à-dire un seau de ciment 42,5 de fluide, c'est la marque du ciment, pour 3 volumes de sable à béton. Et après, en avant avec la petite bétonnière, donc vous le voyez, j'y vais par étapes pour éviter que ça accroche à la bétonnière. Je mets les 3/4 de l'eau au départ, et après je complète pour avoir la consistance voulue. Et encore une fois, bon, j'ai pas respecté les quantités d'eau qui étaient bien indiquées sur le sac, et finalement, je préfère vous le dire, c'est légèrement trop mou par rapport à la destination que je voulais en faire. Et vous allez comprendre tout à l'heure, par la suite, vous allez le comprendre pourquoi. C'est-à-dire que là, il a l'air vraiment d'être parfait, et c'est vrai que tel quel, il a l'air parfait. Il n'est pas trop pâteux, pas trop mou. J'ai respecté le temps de malaxage, mais par contre, c'est un ciment technique adjuvanté, c'est-à-dire il y a sûrement des entraîneurs d'air, je ne connais pas la composition exacte de ce ciment, mais comme tout ciment technique, plus vous le laissez se brasser ou que vous ne respectez pas au pied de la lettre les temps de brassage et les quantités exactes en eau, plus vous allez vous retrouver avec des mélanges de plus en plus fluides, voire liquides. J'insiste, très sincèrement, en vidéo, n'importe quel maçon se dirait que le béton n'est pas liquide. Et c'est tout à fait vrai, il n'est pas du tout liquide. Il est vraiment pâteux. C'est la consistance que je souhaitais pour couler cette dalle en béton. D'ailleurs, petit conseil, si pendant que moi je suis en train de préparer la deuxième fourguée, c'est-à-dire la deuxième brouette de béton nécessaire pour ma plaque de béton, donc ma table de jardin, j'avais dit à ma femme de commencer à étaler. Et je lui ai bien expliqué que quand on étale du béton, quand on veut faire du joli béton coulé, il faut verser le béton, non pas de manière éparse, mais toujours l'étaler en tirant pour aller vers les zones à combler. Et non pas étaler d'un point A vers un point B diamétralement opposé. Je vous explique, ça peut paraître un peu un grand charabia, mais si vous commencez à couler par exemple, comme vous le voyez à l'écran, à droite, ne commencez pas à mettre du béton à gauche, vous coulez de la droite vers la gauche. Et après, vous progressez. Pourquoi ? Parce que souvent, il peut y avoir du béton qui sèche instantanément. Là, ça va, on est à l'abri, on est sous couvert, il n'y a pas de forte chaleur. Mais c'est pour éviter des sortes de nids d'abeilles, des défauts esthétiques dans votre gâchis de béton, pour éviter tout simplement des reprises.
pour être parfaitement honnête, il aurait fallu faire donc des joints à chaque jonction de planche entre le plateau à l'horizontale et les remontées verticales en bois. Il aurait fallu que je mastique pour éviter toute micro-fuite de jus, de liquide, de ciment contenu dans mon béton, et pour garantir une uniformité de prise du béton. Parce que malgré le fait que le coffrage en bakélite, donc avec ce vernis noir, soit le plus propre possible, j'avais fait en sorte qu'il ne soit pas rayé ou autre, mais malgré ça, il y aura des nuances lors du décoffrage. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a fini de tout étaler. Vient le moment de dresser, c'est-à-dire de régler la surface de mon béton. Donc j'utilise une petite règle. Ici, c'est une règle carrée. Et ça me permet de bien aplanir mon épaisseur de béton et ne pas mettre plus de béton que nécessaire et avoir une plaque qui fasse parfaitement 5 cm d'épaisseur. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir un béton glacé sur cette face-là. Si vous suivez un peu mes vidéos, je vous ai déjà expliqué que le meilleur déglaçage, c'est celui de la sous-face, donc de la face côté coffrage. C'est là où vous serez sûr d'avoir un aspect le plus dur possible et le plus glacé possible. Une fois dressé, je me sers de ce qu'on appelle une aiguille vibrante. Donc c'est une machine qui est simplement là pour faire des micro-vibrations sur une sorte de godemiché. Vous appelez ça comme vous voulez. Je l'ai déjà aussi montré dans beaucoup de vidéos. C'est simplement une sorte de micro-perforateur qui va venir secouer, vibrer la plaque de coffrage. Donc ma femme tient la partie moteur et puis moi je suis avec cette petite lance qui vient frapper la sous-face de mon coffrage. Et là vous le voyez, le béton est en train de faire remonter toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir dans le mélange. Alors que déjà j'ai fait en sorte d'avoir un béton ferme, donc qui dit un béton ferme dit avec un minimum d'air. Et bien c'est là où intervient la particularité de ce produit adjuvanté, c'est qu'il faut vraiment respecter le dosage exact en eau. Le dosage exact en eau dépendant lui-même de la quantité d'eau contenue dans le mélange à béton. Là vous voyez, ça commence à faire remonter ce qu'on appelle donc la laitance, une sorte de jus, moi j'appelle ça une sorte de jus un peu mousseux. Finalement mon béton, aussi pâteux qu'il pouvait être, était trop pâteux. J'aurais mieux fait de respecter le dosage indiqué sur le ciment. Et la prochaine fois, je vous montrerai ça en mieux. C'est légèrement trop mou, mais par contre ça fait largement le job. J'ai pu bien vibrer ma plaque en béton. Et j'en profite, étant donné que ça a fait remonter un petit peu de l'étang, j'en profite pour garantir que la planéité n'a pas changé. Donc je donne un dernier coup de règle avant de pouvoir commencer à lisser rapidement ma surface et boucher les porosités. Si j'avais souhaité obtenir une face visible comme cette surface en finition lissée manuelle, c'est-à-dire avec un outil que moi-même je viendrais utiliser, du style une lisseuse magnésium ou autre, je m'y serais pris franchement tout autrement. Mais là le but pour moi était de faire quelque chose le plus rapide possible sans se prendre la tête. D'ailleurs là j'en profite, vous voyez la mousse que ça fait, c'est un truc de malade. On a vraiment l'impression que j'ai fait une soupe en termes de mélange à béton, mais pas du tout. Vous voyez à quel point c'est liquide en surface, quoi. Donc heureusement que c'était un test pour moi, c'était la première fois que j'utilisais ce type de ciment technique. Parce que sinon, pour faire un parfait glacé manuel, j'étais dans le jus. J'aurais dû m'organiser le matin pour ensuite le travailler l'après-midi. Donc pour obtenir un parfait lissage manuel, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Pour typiquement venir glacer ma surface de béton avec une lisseuse et tout, il faut s'y prendre totalement différemment. Là je ne fais que boucher les porosités de ma sous-face de ma future table. Une table qui sera exposée à tout vent toute l'année pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais bon, ça c'était avant le lendemain où je me suis dit qu'après tout cette table, ce sera pas la table définitive. Le résultat ne me plaisait pas en termes esthétiques, et je dis bien uniquement en termes esthétiques et en choix de granulométrie de béton.
Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un petit coup d'éponge en me disant, au pire, ça pourra recevoir un petit carrelage pour faire des futures vidéos sur YouTube. De toute façon, c'est pas grave, c'est la sous-face. Ce sera jamais vu. Donc, le lendemain, et je dis bien le lendemain, je préfère toujours décoffrer le lendemain, ne serait-ce que pour récupérer le plus proprement les planches et les nettoyer le plus rapidement possible. Alors, ce que je dis là n'est pas du tout une règle dans l'absolu. Pour éviter de casser vos arêtes, franchement, respectez les temps de séchage complets. Vous serez sûr et certain de ne pas ébrécher votre surface de béton. Par contre, vous le voyez, ça sort parfaitement. Déjà d'une parce que c'est un ciment technique, donc vous avez un décoffrage le lendemain exactement tel que vous le voyez. Il n'y a quasiment pas, je dis bien quasiment pas, de ce qu'on appelle des nids d'abeilles. Par endroit, évidemment, comme vous le voyez ici, il y a des petites bulles d'air. Et ça, c'est dû surtout, et j'insiste, c'est dû à mon choix de mélange de béton. J'aurais dû, et j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais dû utiliser un micro-béton, c'est-à-dire du sable fin, donc un 0,8. Un 0,8 au lieu d'utiliser un 0,315. Ce qui fut le cas pour cette table. Déjà d'une, ça aurait été plus simple pour faire mon réglage, et en plus ça m'aurait permis d'améliorer la finition de mon béton. Après, je pense qu'il y a encore plein d'autres techniques pour faire une finition décoffrée, démoulée, sans nid d'abeilles, sans bulle d'air et tout. Mais honnêtement, j'ai pas ces compétences. On est en 2023. Je vous montre mes raisonnements de l'époque. Peut-être que d'ici 10 ans, je critiquerai moi-même ce genre de travail que je vous présente. Et franchement, il n'y a pas de malaise. Si vous avez des techniques ou des astuces, n'hésitez pas à me les partager. Moi, je vous présente ce que je sais faire, ce que j'imagine et ce que je peux faire. Il y a des loupés. Après, je ne montre pas des choses qui ne me plaisent pas non plus. Ça ne me satisfait pas à 100%. Par contre, ça me plaît de vous présenter ça. Là, je vous présente un truc. Certains vont s'arracher les cheveux, mais je vous jure, ça par contre, j'ai attendu un petit peu. Je vous explique, c'est simplement que je voulais pas non plus laisser la planche de coffrage trop longtemps sur la plaque en béton. Justement parce que je sais que le bois aurait eu tendance un petit peu à se dilater et à faire une finition, finalement comme vous le voyez ici, sur les côtés en fait, vu la façon de coffrer et tout ça, mais vous voyez qu'en fait il y a des nuances au décoffrage et ma plaque en béton va plus ou moins garder ce type de nuances. Comme on le voit sur les extrémités, c'est un gris plutôt clair. Alors qu'au milieu, là où la planche de bakélite en bois était parfaitement plaquée au béton, ça reste un gris très sombre, beaucoup plus profond et beaucoup plus proche finalement de ce que j'aurais imaginé. Donc si c'était à refaire pour essayer de faire un test pour avoir une plaque parfaitement uniforme et pas avec ces sortes d'auréoles périphériques, finalement, pas le choix, il faudrait que j'ai un support qui reçoit ma plaque de coffrage parfaitement uniforme et pas sur des tréteaux. Déjà, premier point, pour éviter ce type de désagrément esthétique. Donc maintenant, vous le savez, c'est le premier point pour avoir cet aspect parfaitement décoratif de votre future plaque en béton. Qui plus est ici chez moi pour ma table de jardin d'extérieur. J'en profite aussi, une fois que tout est levé et tout ça, je peux tout simplement enlever ma réservation, c'est-à-dire mon ancien petit tube de mastic, qui me servira à faire passer un pied de parasol, tout simplement, en plein milieu de ma table. Et là, vous le voyez, j'avais mis un scotch autour pour être sûr de ne pas être embêté avec une coulée de béton qui vienne remplir, lors du coulage, toute cette réservation. Et vous le voyez, ça se fait pas tout seul, il y a toujours un petit peu de laitance. Donc on se sert du cutter et après on va pouvoir libérer la partie en plastique. Faites attention quand même, mettez des gants, ça reste toujours des situations assez bizarres où vous allez vous barguer les doigts. Voilà, donc techniquement vous savez tout. Esthétiquement, je vous laisse seul maître de juger ce que vous en pensez. Le but étant quand même de vous montrer la réalité de ce type d'ouvrage. On peut toujours en vidéo tricher ou truquer les choses et ça ne m'intéresse vraiment pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aucune honte, je n'ai jamais eu de honte à vous présenter mes erreurs. Selon moi, pour cette table,
Si vous deviez garder un grand conseil, déjà et d'une, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser de barres d'armature en fibre de verre, bien entendu. C'était pour montrer quelque chose d'original. Vous pouvez utiliser des armatures en acier tout à fait, ou alors à mon avis plutôt des armatures en acier galvanisé. Esthétiquement, c'est tout à fait acceptable selon moi. C'est totalement objectif, j'insiste. Il n'y a pas eu d'éclat sur le décoffrage au niveau des arêtes. C'est franchement propre, linéaire. Il y a des petits manques qui auraient pu être compensés par des rebouchages de ragréage avec des produits spécialisés pour ce genre d'application. J'en ai déjà utilisé dans le bâtiment, ce sont des produits techniques. C'est quasiment impossible si vous êtes dans le BTP de me dire que vous n'avez jamais de petits trous ou de nids d'abeilles, il y en a toujours. Par contre, si vous tapez dans des bétons décoratifs comme j'ai voulu m'y prêter dans cet exercice, franchement, il y a un protocole qui est juste passionnant et je vous invite à tester par vous-même. Si c'était à refaire, j'utiliserais exactement le même coffrage. Je rajouterai juste, comme je vous l'ai dit, un coup de silicone ou de mastic sur mes arêtes de coffrage pour éviter qu'il y ait des éventuelles fuites de l'étance, puisque ça reste toujours de la matière qui se disperse. Au milieu de ma réservation, en fait, j'ai sans doute pas suffisamment bien essuyé mon mastic de collage. Du coup, ça a fait une sorte d'auréole au niveau du milieu. Il faut utiliser, j'imagine, des décapants ou autres produits spécifiques. Et avant coulage, un coup d'huile de décoffrage. Je pense que c'est le top, ou alors une peinture peut-être, je ne sais pas. Je suis pas maître dans le domaine, je suis maçon, mais je m'intéresse vraiment à cet univers du coffrage. D'ailleurs, je vous invite à découvrir une vidéo que je vais également commenter, parce que je n'avais fait qu'une vidéo en accéléré sur la réalisation de ces bancs suspendus en béton, qui sont tout autour de cette table, finalement inachevée, car il manque les deux pieds en forme de V, que vous m'avez vu en train de préparer au cours de cette vidéo. La vidéo a été tournée cet été, lors de la fabrication, et là, la vidéo que vous voyez actuellement, c'est maintenant, on est en plein mois de novembre. Voilà ma cour intérieure. Observez d'ailleurs au passage le travertin qui vieillit très mal dans le temps. Si vous ne prenez pas grand soin de trier chaque carreau de travertin, on reste sur des univers minéraux certes, mais plus ou moins naturels. Et ça s'anticipe. Si vous voulez des ouvrages maçonnés durables, tout se réfléchit. Et c'est ça qu'il y a de génial dans ce type de travaux, dans mon métier. Si vous voulez pouvoir transmettre ce type de vidéo sur des dizaines et des dizaines d'années, il faut filmer ce que vous faites. Et après, on verra des commentaires fleurir en disant tenez, ça c'est une vidéo qui a 40 ans et finalement ça tient encore. Et malgré les commentaires des grands professionnels du métier, il faut savoir se taire et simplement observer et discuter. Adi chat.